Petite rubrique en vrac, mais néanmoins fabuleuse et bien panachée. Première rubrique. Phare de la mémoire. Me voici encore seul, dans cette colossale sphère de silence. Devant moi, le dernier sentier du bout du monde, exactement dans l'axe oblique où je peux voir la considérable splendeur de la Grande Ourse, avec son hôtel 7 étoiles qui s'incline tout doucement sur moi. Et c'est la tête dans le cosmos, en plein au-dessus du gouffre sans fond de l'insondable abîme du temps, que je me mets très attentivement à l'écoute de l'impassible murmure des siècles, me conférant ainsi l'exaltante sensation de rivaliser d'éternité avec les milliards d'archipels d'étoiles s'étalant devant moi, chacun d'eux entraîné qu'il est dans un vaste mouvement giratoire d'une si trompeuse lenteur, créant ainsi un gigantesque ballet cosmique, pendant que l'ombre veloutée des grands pins parasols, endormis dans le soir profond, s'abreuve à même la mystérieuse opacité transcendante de cette grande nuit transfigurée. Il me fallait cependant briser cette mortelle fascination minérale, car je risquais à tout moment un exil perpétuel dans les étoiles. Ce sera pour la prochaine fois, me dis-je pensivement. Ah, c'était une fameuse belle envolée, non? Ma foi, rien à envier aux aventuriers de l'Arche perdue. Bon, que je vous ramène maintenant à l'époque où j'étais allumeur de réverbères. Vous vous doutez bien que c'était dans l'autre siècle, et même au milieu de l'autre siècle. J'opérais alors dans le secteur boulevard du crépuscule, et tout en étant sensible au doux bruissement de la ville, j'assistais à toutes sortes de petites scènes étranges et fortuites, et cela que mes chères petites muses orphelines m'ont révélé qu'avant l'aube, tout est possible. Et c'est en contemplant un roseau sauvage que l'intangibilité du cygne noir m'est apparue si évidente. Et c'est bercé par le sourire du vent qu'il me vint à l'esprit de me plonger dans la lumière éblouissante des phares de la mémoire, ce qui, fatalement, m'amena de l'autre côté du rêve, là où les chevaliers de la nuit sont bien plus que des constructions de l'esprit. Ce sont même des pourfendeurs d'oubli. Et une fois bien installé sur le banc du temps qui passe, j'ai pu éprouver tout l'étrange vertige des anges déchus dans de poisseuses nuits vert véronaises. Et c'est à la suite d'obscures machinations vénales que la punition noire de la pluie du temps entraîna une peur panique face à tout ce vacuum métaphysique. Or, l'ombre d'octobre avait depuis longtemps masqué le chemin des passes dangereuses, et c'est en catimini que l'imprévisible dialectique vexatoire s'articula autour d'une évidence terrible. Un mal épouvantable se prépare. Et c'est à cet instant même que le prince de la lumière perdue s'est écrié « Absalom, Absalom !» créant ainsi un climat lourd d'angoisse pure dans toute la constellation du lynx. Pendant ce temps, c'est chez Petrouchka qu'on a pu rencontrer Péléas et Mélisande, et c'est sur un charmant madrigal de Roland de Lassus que la belle Laetitia nous instruisit sur la fin des petites et grandes illusions. Nul doute qu'à ce moment, il nous aurait fallu recourir à un sabotage approprié pour nous permettre de construire un abri contre le temps. Toutefois, n'eût été de ce point de fuite menant à l'hallucination collective, la guerre des galaxies n'aurait jamais eu lieu, et les fées spéculatives, avec tout leur lot de tétragrammes gnostiques, n'auraient pu propager un charlatanisme aussi bigarré. Mais, foin de toute cette gougnoterie chafouine et de tout cet emberlificotage pataphysique, tout le monde sait très bien que c'est lors d'un dîner de cons, sur une jonque chinoise, que la dame de Shanghai, en fait elle s'appelait Juliette, prônait toutes les prospérités du vice, voilà. De là à dire qu'elle aurait été perverse polymorphe, allez donc savoir. Le hic dans tout cet imbroglio loufoque, somme toute assez banal, c'est que toute la nomenclatura eut vent de cet incident et que c'est le Valhalla au complet qui fut convoqué pour dénouer cette impasse.
Et c'est dans une nuit mercurielle, aux confins des lointaines mers australes, que mes compagnons de brouillard me firent voir l'immense splendeur des nuages de Magellan au-dessus des océans électromagnétiques. Mais il faut bien avouer que tout cela était dans l'air du temps, car dans mes notes de chevet, on retrouve plusieurs contes de la folie ordinaire. Toutefois, cette affaire comporte beaucoup de ramifications, dont celle du chamanisme mystique, tel que pratiqué au pied du mont Fuji. Mais gare à vous, car sous cette emprise maléfique, vous pourriez aisément confondre les chérubins célestes de Tiepolo avec des cadavres exquis aux lèvres de vermouth. Alors, prudence avant toute chose. Par ailleurs, c'est près de la Maison Bleue qu'il faut aller entendre le chant envoûtant de la mer, et c'est dans une galaxie près de chez vous qu'on peut retracer l'histoire loufoque des États et empires de la Lune et du Soleil. Ce qui m'amène à penser que la grande suite bergamasque ne serait, après tout, qu'une toute petite lumière au-dessus de la Terre, alors que les 4 grands coups du destin. Ici, clin d'œil à la célébrissime 5e de ce cher Ludwig, alors que les 4 grands coups du destin annoncèrent l'année de toutes les violences, agrémentée de plein de petits crimes et de grands mensonges. Et n'oubliez pas que c'est sous l'empreinte du perfide radium que se profilera un grand désastre très obscur et très lent. C'est alors que les somnambules du grand mystère, face aux kamikazes sacrificiels, iront chercher refuge dans la baie de la déception. Et c'est surgi hors de nulle part que des hommes et des dieux voudront à tout prix protéger les sources vitales de l'espoir, alors que Scheherazade, égaré loin du paradis, se sera perdu à jamais au-delà de l'extrême limite du monde. Et voilà, c'était quelques petits fragments des mémoires d'un vieux dégueulasse. Puis, sans que personne ne l'eût remarqué, un tout petit grain d'antimatière, malencontreusement libéré à l'envers des bulles, vient péter à la surface. Et c'est une sorte d'hécatombe en miniature, et comment dirais-je, très au ralenti. Une espèce de débilité basaltique, perfusant d'un galimatia kabbalistique, avec toute cette matité en ivoire soufré, produisant plein de brouillards atomiques dans tous les replis secrets de la nuit. Pour ma part, devant ce phénomène plutôt incongru, je me faisais l'effet d'un pensionnaire galant avec un supplément d'âme, affairé à traduire péniblement une version latine, ou grecque peut-être, je ne sais plus trop, mais qu'importe. Puis, coup de théâtre, je tombe pile sur mon grand ami Youssouf Ben Ali Balbizi, qui me dit, dans son langage très casuistique, « Comment pardonner à Dieu Tout-Puissant d'avoir laissé mourir la si précieuse lumière des oiseaux? Et c'est tout contre toi que ton amie prodigieuse se retrouvera loin des étés froids et pluvieux. Et de grâce, ne déplacez pas cette montagne, car c'était drôlement émouvant de savoir que les étoiles ne meurent pas toutes à matin. Et heureusement que c'est le cœur qui meurt en dernier, car dans une vie plombée par un passé trouble, ce qu'il faut redouter par-dessus tout, c'est un bombardement au phosphore. Et n'eût été de la malencontreuse veine noire de la destinée, nous n'aurions pas toute cette mollesse dans les courbes sonores de notre existence. Mais finalement, que faire pour contrer toute cette purulence et cette embrouillamini biscornue? Car ce n'est pas demain la veille que les SMAT pourront récupérer leur maudite galette, d'autant plus qu'au Faux-Faune électrique, on a aboli depuis toujours la maudite fête de la Saint-Valentin. Mais qu'à cela ne tienne, car trop de zizanie en terrain miné, surtout face à un ennemi au sourire cauteleux, amènera toujours les vils opportunistes vers le moment algébrique des choses, ce qui ne peut aboutir qu'à une sombre décadence où la soumission volontaire deviendra la norme dans cette époque plus qu'approximative. Ainsi, l'esprit des lieux, comment dire, très propice au soliloque, m'amena à composer le remarquable poème des Trois-Rivières, qui s'apparente à un très beau triptyque où un sublime coryphée nous présente les 116 stances aux saveurs
douce amère, dirais-je, et qui relate le pénible séjour de Balbise au pavillon des cancéreux. Et c'est coupé de tous mes repères que j'ai connu l'expérience du temps qui s'écoule, mais alors avec une lenteur telle que c'est dans la chair qu'on éprouve le passage de chaque seconde, de chaque minute, et où les heures s'empilent les unes sur les autres pour former lentement une masse si exaspérante que n'eût été d'un ressourcement providentiel, on ne saurait supporter tout cela sans en être profondément atteint. Pendant 42 jours, eussé-je été privé de ma belle petite fée Lotse ainsi que de mon fidèle compagnon, Mikhail Kobianski. Je ne suis pas bien certain de ce qu'aurait pu être la suite des choses. Bien sûr, d'aucuns y verront des similitudes avec le livre d'Exeter. Foutaise que tout cela, car ce dernier n'est qu'un informe gribouillis ou plein de théorèmes aux axiomes fallacieux, tente l'impossible tâche de définir la forme de l'eau. Par ailleurs, si on veut bien s'en tenir à un principe de haute fidélité, il m'apparaît fondamental d'aller bien au-delà d'un certain pangermanisme obtus. Ainsi, tout en observant attentivement cette plate-bande de giroflées, je me dis, ça ne peut pas toujours durer, et que ce serait certainement un beau jour pour mourir. Et c'est alors que je pense au petit lac à l'ombre, si calme, si apaisant, avec tous ces magnolias en fleurs, au parfum si envoûtant. Mais c'est sur l'autre versant que se tient l'implacable sniper, bien à l'affût, et qui m'attend pour l'épreuve ultime. Et je pense alors à Maïna, au clair de lune, qui, telle une médium en transe, et sur un ton très péremptoire, me parle de lieux sombres qui sont des remèdes mortels, et que la nuit de l'iguane annonce un retentissant futur meilleur. Dites-moi, je vous en prie, oui, dites-moi, l'avez-vous vu là-bas, ce retentissant futur meilleur? Et c'est sans m'originer que, loin du paradis, j'invoque mon dernier conte d'hiver où les êtres et les choses, blindés dans leur lendemain de veille, devisent paisiblement de l'anxiété des autres, enfermés qu'ils sont dans leur cathédrale engloutie. Il me faudrait bien sûr devenir un inventeur de jeux pour que la matrice primordiale, en un feu nourri de chassés-croisés, pulvérise les arnaqueurs de tout acabit. Et lors d'un dernier arrêt sous l'arche du rien, qu'un dieu chasseur, après moult luttes fécondes, proclame haut et fort la grande passion de Balbise pour tous ces petits mondes perdus. J'ajouterai un petit post-scriptum. Aujourd'hui, tout le monde écrit, mais plus personne ne lit. Tout le monde parle, mais plus personne n'écoute.